Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la Minute Whisky. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, c'est vrai, j'ai eu beaucoup de choses en attente, mais je suis de retour et sur un nouveau format. Et cette fois-ci, je vais vous parler d'un peu d'actualité de ce qui se passe autour du monde du whisky. Jusqu'à présent, c'était plutôt des vidéos tuto qui vous expliquaient un peu comment on fait du whisky, etc. Là, ça va plutôt être des vidéos sur des faits d'actualité, des choses qui m'ont paru intéressantes à vous communiquer. Nous allons parler du whisky japonais. Le whisky japonais crée de véritables passions autour de ces produits-là parce qu'ils sont d'une grande finesse, un grand savoir-faire, mais la plupart des gens ne savent pas que les whiskies ne sont pas totalement japonais. En effet, une grande partie des whiskies qui sont réalisés au Japon sont importés d'Écosse ou d'Irlande et ils sont ensuite assemblés et vieillis au Japon. Donc il y a ce savoir-faire qui est vraiment très impressionnant et très important au niveau du vieillissement et de l'assemblage, mais une partie des produits elle-même pas japonaise. C'est ce que veut modifier cette association japonaise qui gère les liqueurs et les spiritueux au Japon en encadrant au maximum la provenance des produits, des process et pour garantir qu'il y ait le maximum d'étapes qui soient réalisées au Japon et non pas des produits qui viennent d'un peu n'importe où et qui se prétendent japonais. Vous avez peut-être vu l'info qui a circulé déjà il y a un petit moment, mais j'aimerais revenir dessus. Gros événement au niveau du whisky japonais. Là, il y a une association qui s'appelle l'Association des producteurs et liqueurs de spiritueux au Japon, autrement dit, ou en anglais, la Japan Spirits and Liquor Maker Association, qui a décidé de faire quelque chose de très bien, qu'on a fait en France et dans de nombreux pays depuis longtemps, c'est-à-dire d'essayer de réglementer au maximum le whisky japonais pour garantir sa provenance. Donc c'est une association, ce n'est pas gouvernemental, ça veut dire que ce sont des préconisations qui sont faites aux distilleries et non pas comme une AOC, une AOP, où là c'est vraiment au niveau légal, au niveau gouvernemental. C'est une association qui est très influente parce qu'elle est composée des plus grandes distilleries du Japon, donc on estime que les gens vont plutôt la respecter, mais ça va en tout cas dans le bon sens et ça va aider à avoir une garantie de l'origine et surtout de la qualité des produits qui sont réalisés. Donc cette réglementation va définir en fait l'étiquetage des whiskies japonais. Donc il faut respecter tout un tas de règles. Les premières sont concernant les matières premières. Elle est limitée aux grains maltais, aux autres céréales, aux autres grains de céréales. Et il faut absolument que l'eau soit extraite du Japon. Au niveau de la production, la scarification, la fermentation et la distillation doivent être absolument réalisées dans une distillerie japonaise. La teneur en alcool de la distillation doit être inférieure à 95%. Au niveau de la maturation, le produit doit être distillé dans des fûts de bois, dans une capacité maximale de 700 litres et pendant minimum 3 ans. Donc on se rapproche un peu de ce que fait les Écossais et la plupart des whiskies. La mise en bouteille doit se réaliser au Japon et doit contenir au minimum 40% de volume d'alcool. Et il y a la possibilité d'ajout de caramel pour modifier la couleur du whisky. Donc si tous ces critères ne sont pas respectés, l'association dit que la boisson vendue ne devait être qualifiée de japonaise ou utiliser des noms de villes, des régions, des époques ou drapeaux ou des personnes ou des lieux célèbres qui évoqueraient le Japon. Tout cela serait interdit si on ne respecte pas toutes ces règles-là. Tous ces principes-là sont déjà mis en place à l'heure où je vous parle, mais la mise en œuvre, elle, n'est prévue officiellement que pour le 31 mars 2024. Donc bien entendu, leur but du jeu, c'est d'aller vite, donc ils ont mis en œuvre pour la plupart déjà ça, mais il a jusqu'à 2024 pour que toutes les distilleries aient le temps de se mettre dans le rail. Comme la plupart d'entre vous le savent, le whisky a un succès phénoménal. Ça n'a pas toujours été le cas. Au début des années 2000, c'était même l'inverse. Au niveau de la consommation nationale japonaise, il y avait une énorme chute qui s'était réalisée. Et ce n'est qu'à partir de 2001 où l'ascension fulgurante a commencé. Donc elle est liée à différentes choses. L'une des premières, c'est les récompenses qui ont commencé à pleuvoir les unes après les autres. Par exemple, en 2012, le Nikka Taketsuru 17 ans a tenu le titre de meilleur blend au monde. Le Yoshi 10 ans, quant à lui, a été élu meilleur single malt au monde au concours international des World Whisky Awards. Tout un tas de whisky japonais ont reçu
très prestigieuses récompenses et du coup ça a aidé à développer énormément les ventes à l'international du whisky, qui aujourd'hui représentent les 2/3. Jim Murray, quant à lui, dans sa fameuse Bible de whisky, en 2015, a élu le single malt Yamazaki Sherry Cask de 2013 meilleur whisky du monde. Lié à ça, des phénomènes culturels, par exemple, en début 2003, il y a le fameux film Lost in Translation qui est sorti avec Bill Murray, où il joue un acteur qui part au Japon faire une publicité pour les whisky Suntory. Donc ça a aidé à faire connaître les whiskies japonais au niveau international, notamment les États-Unis, qui ont fait exploser les ventes des whiskies de Suntory. For relaxing times, make it Suntory time. Donner un petit exemple de la difficulté pour les Japonais à vendre leur whisky. Le créateur de la distillerie Ichiro's Malt, qu'aujourd'hui nous connaissons un peu tous, Ichiro Akuto, disait qu'il y a quelques années encore, il lui fallait environ 2-3 ans pour vendre 600 bouteilles et aujourd'hui il en vend 600 par jour. Donc ça montre bien l'explosion de la demande des whiskies japonais. Pour vous donner un autre exemple, Hibiki 17 ans, quand il est sorti, dans les années 2000, la bouteille valait environ 73 €. Aujourd'hui, cette même bouteille vaut environ 650 €. Donc en 20 ans, il y a une explosion vraiment énorme et du coup, l'offre et la demande a fait exploser les prix. En 2005, une bouteille Yamazaki de 50 ans a été vendue aux enchères en 2018, pas loin de 300 000 €. Un autre exemple, début 2020, Yamazaki a sorti 100 bouteilles exceptionnelles de 55 ans, vendues à 25 000 € la bouteille, ce qui peut paraître énorme, mais au final qui ne l'est pas du tout, parce qu'au bout de 8 mois, il y a une vente aux enchères et l'une de ces bouteilles s'est vendue 795 000 $. Donc vous voyez vraiment, on voit que les collectionneurs recherchent vraiment ce type de bouteille, ils sont prêts à mettre des prix fous. For relaxing times, make it Suntory time.